quand la musique cérébrale dissonne, les mots ne viennent pas. Vous devez vous demander, mais qu'est-ce qu'elle va nous raconter? Et donc je vais raconter et commencer cette histoire par vous dire d'abord comment l'orchestre cérébral sonne. Et donc vous proposer une métaphore sur une façon de voir le fonctionnement cérébral. Imaginez que vos neurones, mes neurones, organisés par petits paquets, correspondent à un instrument de musique. Quand ces neurones vont se mettre en jeu, ils vont jouer une musique qui va s'accorder avec d'autres instruments, à droite, à gauche, et permettre une harmonie. Cette musique cérébrale, on peut la mesurer avec l'électroencéphalogramme que vous voyez en haut à droite. C'est quand je vois mes patients, je leur explique, vous voyez, je vois la musique de votre cerveau. Maintenant, que se passe-t-il quand une partie de ces neurones va se mettre à faire la même note au même moment? C'est ce que vous voyez marqué par cette flèche bleue. Vous voyez, le signal est différent. Ce signal différent, c'est ce qu'on appelle une crise d'épilepsie, une crise focale. C'est cette dissonance, cette arythmie cérébrale qui marque la pathologie qu'est l'épilepsie. Alors vous pouvez imaginer, et peut-être dans votre tête, une crise, c'est la crise généralisée avec des convulsions, le patient qui tombe. Oui, mais ça, c'est quand les deux hémisphères sont mis en jeu en même temps. Lorsque, et c'est ce dont je vais vous parler ce soir, il n'y a qu'une partie de l'orchestre qui se met en jeu, on appelle ça des crises focales, qui peuvent prendre des formes complètement différentes. La crise démarre dans la partie postérieure, par exemple dans la région occipitale, le patient peut voir des lumières. Si elle est dans la partie temporale latérale, le patient peut entendre des sons. On a même des patients qui ressentent des choses assez extraordinaires, comme des extases ou des orgasmes. En général, ceux-là veulent garder leur crise. Malheureusement, il n'y en a pas beaucoup. Et puis, il y a des crises qui vont comporter des troubles du langage pour lesquels les patients, justement, vont perdre les mots. Et cela, ça va être des crises qui vont concerner le lobe temporal gauche. Alors pourquoi ? D'abord, il faut que je vous explique quelques notions sur la physiologie du langage. Nous savons depuis très longtemps que le langage met en jeu plutôt l'hémisphère gauche. Et au sein de cet hémisphère gauche, comme vous le voyez sur des données réalisées en imagerie fonctionnelle, il met en jeu plein de régions. Et le langage, vous le comprenez aussi, on l'a vu avec l'intervention de Mélanie, il comprend beaucoup de processus. À la fois, il faut comprendre le son des mots, il faut comprendre le sens, il faut arriver à les articuler, à les signer. Il y a beaucoup de régions mises en jeu. Et là, j'attirais votre attention sur ces régions qui sont plutôt rose-violette dans ce cerveau et qui vont être importantes pour l'accès au lexique, c'est-à-dire au dictionnaire, et qui sont mises en jeu pour l'accès à la sémantique, c'est-à-dire le sens des mots. Alors maintenant que je vous ai expliqué ce qu'était une crise, que je vous ai expliqué quelques données sur la physiologie du langage, je vais vous raconter l'histoire de François. Lorsque je vois François, il a 30 ans, mais il fait des crises depuis l'âge de 18 ans. Ces crises ont impacté sa vie parce qu'aujourd'hui, il ne travaille pas, même s'il a obtenu une formation de vendeur. Il vit chez ses parents, sa vie est assez compliquée. Il fait des crises qui commencent par une sensation un peu de malaise, quelque chose qu'il a du mal à définir. Et puis, les mots n'arrivent plus. Il me dit, si je suis dans une conversation, je ne vais pas arriver à trouver les mots. Et puis, quelques secondes plus tard, je ne vais même plus comprendre ce qu'on va me dire. Et puis, parfois, quelques secondes plus tard, je vais ne plus être du tout conscient, c'est-à-dire qu'il va perdre la conscience de ce qu'il est en train de vivre. Et parfois, ça peut même aller vers la généralisation secondaire, c'est-à-dire la crise où il tombe et il fait des convulsions. Vous comprenez que c'est assez compliqué. Malheureusement pour lui, 1, 2, 3 médicaments ne fonctionnent pas. Il a ce qu'on appelle une épilepsie pharmacorésistante, c'est-à-dire qui résiste aux médicaments. Et là, que faire ? Depuis les années 50, et grâce à des équipes françaises,
nous faisons ce que l'on appelle la chirurgie de l'épilepsie. Alors ça consiste en quoi? Eh bien ça consiste en essayer de repérer dans le cerveau du patient qui fait des crises, la zone de départ des crises, cette zone qui dissonne, qui se synchronise de manière anormale. Une fois qu'on l'a repérée, on peut alors proposer une résection chirurgicale, demander au chirurgien, lui dire, voilà, tu enlèves cette partie-là pour arrêter les crises du patient. Alors vous comprenez qu'on ne fait pas ça à la légère. Ça prend des mois, des années pour essayer d'arriver à avoir cette précision. Nous n'avons pas encore les outils de Thomas où nous pouvons voir les neurones en train de s'agiter en temps réel. Et donc par moment, nous sommes obligés de mettre ce qu'on appelle des petites électrodes de 0,8 mm toutes fines à l'intérieur du cerveau pour arriver à délimiter de manière très précise la zone de départ des crises. Nous sommes au millimètre près. C'est ce que nous avons fait pour François. Nous avons mis des électrodes dans la tête et nous avons délimité la zone très précise de départ des crises. Et comme vous vous en doutez, ça se passait au niveau du lobe temporal gauche. Oui, mais je vous ai dit quand même, dans le lobe temporal gauche, il y a du langage. Donc, OK, on peut proposer un geste chirurgical à François, mais il n'est pas question de lui coller derrière un trouble du langage définitif. Dans la balance bénéfice-risque, ça se discute. Et donc c'est là qu'intervient ce que j'ai fait en recherche ces dernières années pour essayer d'ajuster de la manière la plus précise possible la cartographie fonctionnelle et en particulier la cartographie du langage, c'est-à-dire avoir une carte précise de ce qui se passe au moment où la personne parle. Et là, vous avez un exemple représenté. Vous avez à gauche un cerveau avec des électrodes, les fameuses électrodes dont je parlais, et à droite, cette carte avec ces couleurs orangées qui arrivent à différents moments. Cette couleur orangée, c'est quoi? C'est une oscillation très particulière qu'on appelle l'activité gamma, qui correspond en fait à la mise en jeu des neurones, qui va se mettre en jeu à différents moments lorsque là, le sujet est en train de regarder des images et de les nommer. Une tâche très simple de langage. Vous voyez qu'au niveau du point 1, en bleu, l'activité commence assez tôt et elle va se faire dans la partie latérale du lobe occipital. Puis au niveau du point 2, rouge, un peu plus en avant dans la base temporale, il y a une activité aux alentours de 400 millisecondes et c'est là où en fait il récupère le mot. Puis, entre les points 3 verts et 4 jaunes, là, vous avez une mise en jeu entre les régions pariétales et frontales. C'est au moment où il va mettre en jeu sa mémoire de travail pour finalement articuler le mot. Alors, si je sais très précisément et que je vous dis comme ça les processus, c'est que j'ai ces informations, mais ces informations, je les corrèle aussi aux données de ce qu'on appelle les stimulations. En effet, avec les électrodes intracérébrales, nous essayons de savoir si, lorsque l'on stimule, c'est-à-dire lorsqu'on inactive un de ces points, qu'est-ce qui va se passer pour le patient? Eh bien, quand je stimulais le plot 1, le bleu, le patient va me dire « c'est bizarre, l'image elle est toute floue, je ne la vois pas bien ». Quand je stimulais le plot 2, rouge, là, il voyait un crabe et il me fait « ah ben c'est un... » Ah, mais je sais ce que c'est, mais c'était un crabe, et en fait, il ne trouvait plus le mot. Enfin, quand stimuler la partie verte en frontale ou pariétale, là, il avait une latence. Vous voyez bien qu'on arrive comme ça, de manière très précise, à savoir quelles régions sont mises en jeu et à quoi elles vont servir, et donc quels risques si on les touche. Bien. Donc maintenant qu'on a fait ce que je vous ai expliqué ça, et qu'on a fait le bilan, il y a 3 situations pour les patients. La première situation, la carte des crises est là, et la carte du langage est ici. Donc là, pas de problème, on peut proposer un geste chirurgical sans trop de risques. Deuxième situation, la carte de l'épilepsie, elle est comme ça, et la carte du langage se superpose complètement. Il y a un recouvrement. Et là, c'est compliqué et vous comprenez que dans ces cas-là, on pose une contre-indication chirurgicale à ce moment-là. Et puis, il y a la troisième situation qui est assez fréquente où on a la zone des crises qui est ici et il y a un recouvrement partiel avec la carte du langage. Et là, eh bien, toujours en médecine, le rapport bénéfice-risque, est-ce qu'on propose un geste chirurgical pour vraiment changer la vie du patient et arrêter ses crises, ou est-ce qu'au risque d'avoir un petit trouble du langage?
C'est là qu'intervient la dernière partie, avec la possibilité, peut-être en réalisant une rééducation, en essayant d'aller chercher la plasticité cérébrale, de déplacer la carte ou de l'augmenter. Je parle de la carte du langage, bien entendu. Et c'est le projet que nous avons fait avec mes collègues qui a nécessité en fait vraiment la collaboration de plusieurs compétences. Pour faire cette rééducation, il fallait avoir les bons ingrédients de rééducation. Et ça, c'est avec ma collègue orthophoniste Véronique et mon collègue psycholinguiste Xavier que nous avons choisi ces ingrédients. Ensuite, le deuxième point, c'est que pour que cette rééducation soit efficace, pour vraiment induire une plasticité, il faut qu'elle soit intensive. Les neurosciences nous le disent, il faut vraiment entraîner le cerveau. Et ça, c'était possible si le patient pouvait le faire à distance avec une interface informatique. Et là, ça a été le rôle de Christelle qui a développé cette interface en ligne. Donc maintenant, nous avons l'outil. La question était, est-ce que vraiment, lorsqu'on utilise cet outil pour les patients, est-ce qu'on modifie la carte? Est-ce qu'on l'agrandit? Alors, ce que vous voyez en haut avec les ronds orange, c'est une augmentation. Ces ronds orange traduisent l'augmentation de l'activité gamma, cette activité oscillatoire spécifique des neurones, au niveau de régions frontales et temporales lorsque les patients ont fait la rééducation. Donc oui, cela marche, on arrive à modifier la carte. L'étape suivante, c'est celle que nous avons commencé la semaine dernière par un essai clinique avec l'inclusion d'un premier patient, c'est de savoir si on fait cette rééducation avant la chirurgie, est-ce qu'on va diminuer les risques de déficit après celle-ci? Et donc, cela va être un essai clinique à grande échelle au niveau français pour essayer de questionner cela. Pour finir, maintenant, revenons à François. François a été opéré il y a 2 ans de cela. Il avait un recouvrement partiel. Il a donc eu un très léger trouble du langage et il a pu bénéficier de notre version bêta de notre outil de rééducation. Sa vie aujourd'hui a changé. Il ne fait plus de crise, il conduit, il commence à penser à un emploi. Sa vie est transformée. Et donc, ce que je voudrais partager maintenant, c'est ce formidable terreau que nous avons à la Timone avec mes collègues chercheurs pour arriver à nous dépasser, pour trouver toujours des solutions supplémentaires pour arriver à soigner un peu mieux nos patients. Je vous remercie.